Et bienvenue sur cette deuxième vidéo concernant l'exploration électrophysiologique des tachycardies supraventriculaires. Je vous laisse le lien de la première vidéo dans la description. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à la dualité nodale, qui elle-même est le substrat des tachycardies par réentrée intranodale, TRIN, TRIN. Alors c'est quoi cette dualité nodale? Jusque-là, je vous avais montré ce schéma des voies de conduction intracardiaque, qu'on peut également schématiser comme ceci. Et sur ce schéma, la conduction électrique à travers le nœud auriculo-ventriculaire, elle a l'air linéaire, elle a l'air de se faire en voie unique, comme je le schématise ici. Néanmoins, chez une partie de la population, il n'y a pas une seule voie de conduction unique dans le nœud auriculo-ventriculaire, mais deux voies distinctes. Donc on va maintenant zoomer sur cette zone-là, et en zoomant sur cette zone-là, on retrouve ce schéma avec l'oreille droite qui serait là-haut, le nœud auriculo-ventriculaire et le IS qui est plus bas. Et donc ces deux voies distinctes, elles sont appelées voies rapides et voies lentes. Et elles correspondent à des zones de conduction avec des propriétés électrophysiologiques très différentes. La voie rapide, au début, c'est la voie de conduction habituelle dans le auriculo-ventriculaire, hein, c'est la voie standard, si je peux m'exprimer ainsi, et cette voie rapide, elle permet la conduction électrique de manière rapide, c'est pour ça qu'elle s'appelle comme ça, mais elle a des périodes réfractaires longues. C'est quoi des périodes réfractaires longues? C'est-à-dire qu'une fois que cette voie rapide, elle a été dépolarisée, elle a été traversée par un influx électrique, il lui faut relativement beaucoup de temps pour permettre un nouveau passage. L'autre voie, qui s'appelle la voie lente, c'est tout le contraire. Elle, par contre, elle fait passer le courant lentement, c'est pour ça qu'elle s'appelle la voie lente, mais par contre, elle a des périodes réfractaires courtes, c'est-à-dire qu'une fois qu'elle a été dépolarisée, il lui faut peu de temps pour permettre un nouveau passage de l'influx électrique. Et donc, c'est la coexistence de ces deux voies, voie rapide et voie lente, qu'on appelle une dualité nodale. Je tiens d'emblée à préciser que du point de vue anatomique et anatomopathologique, il n'y a pas deux voies de conduction distinctes, mais des faisceaux de cellules à propriétés différentes. Et cette notion des deux voies, elle est donc assez schématique, mais elle permet quand même de comprendre relativement bien les propriétés électriques de la dualité nodale. Pendant l'écrasante majorité du temps, les personnes ayant une dualité nodale sont strictement asymptomatiques, et d'ailleurs, la dualité nodale en soi n'est pas une pathologie, avec beaucoup de personnes qui restent asymptomatiques tout au long de leur vie avec leur dualité. On va regarder par exemple ce qui se passe en rythme sinusal avec une dualité nodale. Donc, par définition, l'influx électrique, il arrive via le nœud sinusal et il arrive dans le nœud auriculo-ventriculaire. Donc, à ce moment-là, l'influx électrique, il va passer par chacune des deux voies, la voie rapide et la voie lente, mais comme la voie rapide, par définition, elle conduit l'électricité beaucoup plus rapidement que la voie lente, cet influx électrique il va descendre beaucoup plus rapidement via cette voie-ci que par la voie lente. Et donc, à un moment, l'influx électrique par la voie rapide arrive vers le faisceau de His, et donc il va dépolariser le faisceau de His et les structures sous-jacentes dans le ventricule, mais cet influx électrique en arrivant ici va aussi rencontrer une voie électrique, qui est la voie lente, qui n'a pas encore été dépolarisée et qui est donc excitable. Et donc cet influx électrique il va aussi passer par la voie lente de manière rétrograde et va rencontrer l'influx électrique antérograde qui lui descendait tout doucement, et cette rencontre elle va se faire ici, et donc il va y avoir un front de collision et cet influx électrique il va bloquer. Et donc ce mécanisme il va donc se reproduire quasiment en permanence avec un influx électrique qui descend rapidement par la voie rapide et qui ensuite rencontre l'influx électrique par la voie lente. Et donc, c'est un patient qui va avoir une activation du nœud auriculo-ventriculaire que par la voie rapide. Donc, aucune manifestation ni clinique ni électrophysiologique de la présence de cette voie lente. Je vais maintenant vous expliquer dans quel cas cette dualité nodale est parlante cliniquement. On a dit que la voie rapide avait des périodes réfractaires plus longues que celles de la voie lente. Je vais prendre des chiffres au hasard et on va se dire que par exemple, la PRE de la voie rapide c'est 400 millisecondes et celle de la voie lente c'est 300 millisecondes. Et on va prendre également comme exemple une ESA qui tombe exactement à 400 millisecondes après la dernière activité sinusale. Cette ESA, en arrivant dans le nœud auriculo-ventriculaire, va donc pouvoir descendre par la voie lente, mais elle sera bloquée dans la voie rapide parce que cette voie rapide elle sera en période réfractaire. Je vous rappelle qu'on avait dit que la PRE de la voie rapide c'est 400 millisecondes. Et donc ici vous comprenez bien aussi que toutes les ESA entre 400 et 310 millisecondes, elles seraient dans ce cadre-là, à savoir
descente possible par la voie lente, mais bloc dans la voie rapide. Donc l'influx va pouvoir progresser, mais très lentement par la voie lente. C'est le seul passage possible, hein. Ça descend, ça descend, ça descend très doucement jusqu'à atteindre le is. La première conséquence, c'est que le temps de conduction total entre le A et le H, et par la même occasion le PR, il sera très prolongé. Donc le AH, il sera très lent. Et ce temps est d'autant plus lent si on le comparait à une ESA qui serait un tout petit peu moins précoce, par exemple à 410 millisecondes, qui aurait pu passer par la voie rapide. Donc la définition électrophysiologique de la dualité nodale, elle découle de là, c'est de se dire que si le temps qu'il faut à une ESA pour traverser le nœud, donc si le temps AH, il est au moins 50 millisecondes de plus qu'une ESA un tout petit peu moins précoce de 10 millisecondes, c'est qu'il y a bien une dualité nodale, il y a bien deux voies. Dans notre exemple, il y a une deuxième conséquence, c'est que l'influx électrique, il va dépolariser le IS, mais l'influx aura mis tellement de temps à descendre cette voie lente que la voie rapide aura eu le temps de sortir de sa période réfractaire. Et donc, comme tout à l'heure, l'influx ici va pouvoir rencontrer une voie qui est sortie de sa période réfractaire qui est excitable, donc il va pouvoir remonter par la voie rapide. Et comme la voie lente a des périodes réfractaires courtes, elle sort rapidement de sa période réfractaire, l'influx en arrivant ici au sommet pourrait redescendre encore une fois par la voie lente, et ainsi de suite de manière indéfinie. C'est ainsi qu'on recrée une tachycardie par réentrée intranodale. En pratique, au laboratoire d'électrophie, la dualité nodale se recherche avec la méthode de l'extrastimulus, comme pour la recherche de la PRE du nœud auriculo-ventriculaire. On commence par un train de stimulation et en mettant une extrasystole, ici à 450 millisecondes, et on mesure l'espace AH. Je vous passe toutes les étapes intermédiaires. Entre 450 et 350, il faut baisser cet extrastimulus de 10 millisecondes en 10 millisecondes, et il faut imaginer que vous auriez vu un allongement progressif de l'espace AH, qui est dû au caractère décrémentiel de la conduction, et ici, l'espace AH, il est à 94 millisecondes, et on n'a toujours aucune preuve de la présence d'une voie lente. On continue, on descend à 340 millisecondes, et pour 340 millisecondes, on voit un allongement, encore une fois, assez discret de l'espace AH qui passe à 103 millisecondes, encore une fois, toujours aucune preuve de la présence d'une voie lente. Par contre, à 330 millisecondes, on voit un allongement qui est très important de cet espace AH, qui passe de 103 à 216 millisecondes, et cet allongement très important, il ne peut pas être simplement expliqué par le caractère décrémentiel, c'est trop important, mais probablement par le bloc d'une voie de conduction, et maintenant le passage par une autre voie de conduction qui conduit très lentement. Et donc ici, on retombe sur la définition électrophysiologique de la dualité nodale, c'est que pour deux extrastimulus séparés d'uniquement 10 millisecondes, 340 et 330, on a un AH qui augmente de plus de 50 millisecondes. On appelle ça un saut de conduction. Ici, quand on passe d'un AH relativement court à un AH très lent, c'est un saut de conduction. Et ça, c'est la preuve de l'existence d'une voie lente et donc de la dualité nodale. L'autre information qu'on obtient également ici, c'est qu'à 330 millisecondes, l'influx électrique ne peut plus passer par la voie rapide et ne passe que par la voie lente. Et donc, on en déduit que la période réfractaire de la voie rapide, c'est 330 millisecondes. Petite remarque pratique, au laboratoire, dans la vraie vie, il arrive régulièrement que le potentiel ici, on ne le voit pas très bien. C'est assez petit, hein, vous le voyez par exemple ici. Et donc vous nous verrez comparer et mesurer le PR et non l'espace AH. On mesurera l'espace PR. En pratique, ça revient au même, parce que comme l'espace HV n'est pas décrémentiel, si le PR s'allonge, et même si ça s'allonge de manière très importante, ça sera uniquement dû à un allongement de l'espace AH, et ça fera une mesure plus simple. On continue à descendre le S2 de 10 millisecondes à 10 millisecondes, et le AH il continuera à s'allonger encore plus, jusqu'à un moment où l'activité atriale bloque et ne conduit plus vers le IS. Vous voyez, il n'y a plus d'activité issienne. Ici, pour 260 millisecondes. Et donc, ici, 260 millisecondes, ça représente aussi bien la PRE de la voie lente, qui ne conduit plus, mais en fait, la PRE également du nœud auriculo-ventriculaire, dont les deux voies sont bloquées. Donc dans cet exemple, toutes les ESA, dont la précocité est entre 330 millisecondes et 260 millisecondes, passeront par la voie lente et bloqueront dans la voie rapide. Et elles seront à risque de déclencher une tachycardie par réentrée intranodale. Le saut de conduction, et donc la dualité nodale, peut être également mise en évidence en recherchant le point de Wenckebach, ici en stimulant en continu,
en passant d'un cycle à 330 à un cycle à 320 millisecondes, on a l'espace AH qui augmente brutalement de 116 millisecondes à 222 millisecondes. Ça fait une augmentation de plus de 50 millisecondes, qui ne peut donc pas être expliquée uniquement par le caractère décrémentiel, et donc ça confirme encore une fois la dualité nodale. On peut également mettre en évidence une dualité nodale rétrograde. Le principe est le même. Cette fois-ci, on stimule sur le ventricule et on mesure le temps de conduction rétrograde, à savoir le temps entre le V et le A. Le début de la mesure de cet espace VA, il se fait sur la déflexion la plus précoce du QRS de l'ECG de surface. Et l'espace A, l'activité atriale, donc la fin de la mesure, elle, on peut la mesurer sur n'importe lequel des cathéters qui a une activité atriale, mais il faut ensuite maintenir ce cathéter et ne mesurer que sur ce cathéter. Moi, je vous conseille de mesurer sur le cathéter du IS, c'est ce que je vais ici, avec un espace VA qui est ici à 213 millisecondes pour un S2 à 330 millisecondes. Et si on raccourcit uniquement de 10 millisecondes à 320, on a un VA qui s'allonge de manière importante, qui prend plus que 50 millisecondes, qui passe à 316 millisecondes, et il s'agit donc d'un saut de conduction, et donc d'une dualité nodale rétrograde. Vous remarquerez ici que la PRE de la voie rapide rétrograde, elle est à 320 millisecondes, et qu'elle est donc différente dans le sens antérograde et dans le sens rétrograde. Et cette affirmation, elle est également valable pour la voie lente. Un dernier élément qu'on peut rencontrer dans la dualité nodale, c'est la notion d'écho nodal. On va revenir à notre exemple. Donc ici, pour un S2 à 340 millisecondes, on a un passage par la voie rapide, et quand on passe à 330 millisecondes, on a un saut de conduction avec, comme on l'a vu, un bloc dans la voie rapide et un passage par la voie lente qui donne un AH lent. Sauf que, comme je vous ai montré tout à l'heure, c'est un flux qui arrive à ce niveau-là, rencontre une voie rapide qui est sortie de sa période réfractaire et peut remonter. Donc cette remontée, elle se fait par la voie rapide et elle réactive l'oreillette rapidement, par définition, et on a une activité atriale qui est très précoce ensuite, que vous voyez ici, que vous voyez au niveau du caté de l'oreille droite, mais sur tous les autres catés, vous voyez aussi une activité atriale. Et ce tour du circuit unique, donc une descente par la voie lente, puis une remontée rapide par la voie rapide, et on s'arrête, donc sans redescente encore une fois, ça s'appelle un écho nodal. La même chose peut être retrouvée dans le sens rétrograde. Ici, pour un extra-stimulus à 320 millisecondes, la voie rapide est bloquée dans le sens rétrograde et l'influx électrique chemine par la voie lente avec un VA qui est très lent, ici à 316 millisecondes. Et quand l'influx électrique arrive à ce niveau-là, il retrouve une voie rapide excitable, sortie de sa période réfractaire, et il peut passer dans le sens antérograde par la voie rapide, ce qui donne un AH qui est relativement court et une activation antérograde des ventricules avec des QRS qui sont fins. Cet écho unique, s'il se prolonge, se traduit en une tachycardie à proprement parler, dont le substrat est cette dualité nodale, qui s'appelle tachycardie par réentrée intranodale, ou TRIN, ou AVNRT en anglais, pour AV Nodal Reentry Tachycardia. C'est la tachycardie supraventriculaire la plus fréquente chez les jeunes au labo d'électrophie, et je vous remets les schémas pour vous aider à expliquer les caractéristiques électrophysiologiques de cette tachy. Donc, le début typique, il se fait via une extrasystole atriale qui bloque au niveau de la voie rapide et qui passe uniquement par la voie lente. Et ce passage par la voie lente, il résulte en un espace AH qui est lent. L'influx électrique, une fois arrivé au niveau du IS, il va d'une part remonter rapidement par la voie rapide vers les oreillettes et redescendre vers les ventricules. Donc vous voyez que l'activation du ventricule et des oreillettes, elle se fait en parallèle, du IS vers le ventricule et du IS vers les oreillettes rapidement, et ça résulte en un espace VA. L'espace VA, en fait, c'est le délai de temps entre l'activation du V et du A, il est très court. Et donc descendre par la voie lente, remonter par la voie rapide de manière inlassable. Et l'autre chose que vous pouvez voir ici aussi, c'est que la première activité de l'oreillette, elle est au niveau nodal, ici, hein, la première oreillette elle est ici, ensuite ça diffuse, et donc cette activité elle est centrale, elle est dans le centre du cœur, elle est ici. Enfin, dernière chose, le circuit, comme vous le voyez ici, il tourne exclusivement dans le nœud auriculo-ventriculaire. Il est notamment important aussi de comprendre que le ventricule ne fait pas partie du circuit. Ça aura son importance pour quelques manœuvres que je vous expliquerai dans d'autres vidéos. Toutes ces caractéristiques que je vous ai montrées ici, elles vont permettre de reconnaître une tachy par réentrée intranodale
et de la différencier par rapport aux autres tachycardies quand on la rencontre dans un labo d'électrophilie. L'analyse d'une tachy au laboratoire est assez stéréotypée et voici le plan qu'on va appliquer pour toutes les tachys. Donc on regarde en pratique comment ça commence, comment ça s'arrête et surtout on regarde la relation entre les oreillettes et les ventricules. Dans toutes ces vidéos sur les TSV, on va s'intéresser essentiellement aux tachycardies avec un rapport atrio-ventriculaire en 1 pour 1, c'est-à-dire une oreillette pour un ventricule. On s'intéresse à ces tachycardies-là parce qu'en pratique, c'est celles qui posent le plus de soucis diagnostiques. Quand on a des tachycardies avec plus d'oreillettes que de ventricules, le diagnostic est assez souvent évident de type flotteur atrial ou tachycardie atriale ou fibrillation atriale. La situation est assez aisée aussi quand on a plus de ventricules que d'oreillettes, c'est très souvent une tachycardie ventriculaire. Évidemment, il y a des exceptions, mais encore une fois, quand on a une oreillette pour un ventricule, le diagnostic est moins évident, en tout cas au premier abord. Donc on va passer en revue tous ces éléments en ce qui concerne la tachycardie par réentrée intranodale. Le début d'une tachy par réentrée intranodale typique est un des éléments les plus caractéristiques de cette tachycardie. Comme on l'a dit, souvent ça survient suite à une ESA qui bloque dans la voie rapide et qui passe uniquement dans la voie lente, ce qui donne un allongement majeur de l'espace AH, puis le début de la tachy. C'est ce qu'on voit dans cet exemple ici. Ici, vous voyez un rythme sinusal. Et ici, une ESA, juste là, très précoce, qui donne un allongement majeur et brutal du AH, hein, pas progressif, brutal, à la suite duquel on a une tachycardie qui commence. Souvent, on réussit également à déclencher cette tachycardie en recherchant la PRE du nœud auriculo-ventriculaire. Quand le S2 bloque dans la voie rapide, on a un allongement important du AH, et puis la tachycardie commence. Donc, si vous devez retenir ce point-ci, c'est si au labo vous avez une tachycardie qui commence comme ça avec un allongement brutal du AH, puis juste après la tachycardie, c'est très évocateur de tachy par réentrée intranodale. Juste une remarque, dans cet exemple, on a donc très probablement une dualité nodale, mais on ne peut pas parler de saut de conduction. Pourquoi? Parce que le saut de conduction, c'est une définition électrophysiologique que je vous ai donnée, qui est un AH qui augmente d'au moins 50 millisecondes pour une différence de cycle atrial de uniquement 10 millisecondes. Or ici, ce AH-là, il est en rapport avec cet espace AA, celui-ci. Or, cet AH-là, il est en rapport avec un espace AA qui est entre cette oreillette-là et celle d'avant, et cet espace AA, il est beaucoup plus lent que cet espace AA là, et il y a plus de 10 millisecondes entre ce AA là et ce AAA là. Donc, stricto sensu, on ne peut pas parler de saut de conduction. Si la tachycardie s'arrête spontanément, il faut également regarder le mode d'arrêt, et notamment si la dernière activité avant l'arrêt de la tachycardie, c'est une activité atriale ou une activité ventriculaire. Dans une tachycardie par réentrée intranodale, et contrairement au déclenchement qui encore une fois est très spécifique, l'arrêt de la tachy, il est assez peu spécifique et au final il a assez peu d'intérêt. Dans cet exemple, vous voyez ici la tachycardie et ça s'arrête ici. Et donc la dernière activité avant que ça s'arrête, c'est une activité atriale. Ici, c'est de l'oreillette, il n'y a pas de ventricule. Et cette activité atriale, elle est très probablement en rapport avec une ESA précoce qui est arrivée au moment où la voie lente était encore en partie réfractaire, qui a créé un front de collision et qui a arrêté la tachycardie. Mais dans une tachy par réentrée intranodale, la collision et le bloc peut se faire aussi dans la voie rapide au moment de la remontée de l'influx électrique, et à ce moment-là, la dernière activité, elle serait ventriculaire. Bref, je me répète, dans une tachy par réentrée intranodale, cet arrêt de la tachycardie, il est assez peu spécifique, il faut le regarder, parce qu'il peut par contre aider à éliminer d'autres types de tachycardie. On va maintenant analyser la tachycardie à proprement parler. Et on tombe sur des images de B qui sont très difficiles d'accès quand on commence l'électrophie avec beaucoup d'informations en un temps restreint. La première question que vous devez vous poser, c'est quel est le rapport entre les oreillettes et les ventricules? Est-ce qu'il y en a autant? Est-ce qu'il y a plus de A? Est-ce qu'il y a plus de V? Pour vous aider avec ça, on peut notamment regarder les QRS de surface. Donc chaque QRS correspond à une activité ventriculaire unique, ça c'est facile. Et juste en dessous, dans l'activité atriale droite, ça correspond chaque activité à uniquement l'activité de l'oreillette. Et vous voyez bien qu'ici, pour chaque QRS de surface, vous avez uniquement une activité atriale. Et donc, chaque QRS, une activité atriale, on a une tachycardie avec un rapport atrio-ventriculaire en 1 pour 1, autant d'oreillettes que de ventricules. Ensuite, pour aller un peu plus loin et pour faciliter les choses, je vais augmenter la vitesse de défilement. Ici, on est à 200 mm/s.
Avant tout, il faut identifier les signaux, savoir qu'est-ce qui est de l'oreillette, qu'est-ce qui est du ventricule. Sur les cathés de l'oreillette droite haute et du ventricule, c'est facile. Dans l'oreillette droite, on ne peut avoir que du signal atrial. Dans le ventricule, on ne peut avoir qu'un signal ventriculaire. Par contre, quand on arrive sur le cathé du is et du sinus coronaire, ça devient déjà plus compliqué. Et à ce moment-là, ce que je vous conseille, c'est il ne faut pas hésiter à revenir regarder ce qui se passait en rythme sinusal pour reconnaître les signaux. Donc ici, on est en rythme sinusal et on doit reconnaître les caractéristiques un peu graphiques de chacun des signaux. Donc le is, il est ici, c'est facile. L'oreillette, ça a une petite tête pointue ici avec trois différents pics, pardon, alors que le ventricule, ça a un peu un aspect comme un QRS de surface. Et il faut aller ensuite regarder ces caractéristiques-là au moment de la tachycardie. Donc le is, c'est assez facile, c'est là. Ici, le début sur le is, on reconnaît le début du ventricule, juste là. Et ce pic-là, il est différent de ce qui se passait ici, donc il y a probablement de l'oreillette à ce niveau-là. Je vous concède que c'est pas facile, mais c'est comme ça qu'on fait, et ainsi de suite sur les autres cathéters. Et en fait, ici, la reconnaissance des signaux, elle n'est pas simple, parce que les oreillettes et les ventricules sont tout collés, les uns aux autres. Donc voilà, maintenant qu'on a reconnu chacun des signaux, la deuxième étape qu'on doit faire à chaque fois qu'on a une tachycardie comme celle-ci, c'est de regarder d'où naît la toute première activité atriale. Ici, qu'on a fait nos identifications, on voit que la toute première activité atriale, elle est sur le cathéter du is, juste là. Ensuite, l'activité suivante, elle est sur le sinus proximal, ensuite sur le sinus moyen, et ensuite sur le sinus distal, et enfin sur l'oreillette droite haute. Et donc, cette activité atriale, elle est concentrique, elle débute au niveau du centre du cœur, au niveau du is, et ensuite, elle se propage au fur et à mesure vers les parois latérales. L'étape suivante, c'est de mesurer le délai VA. Ce délai VA, il se mesure entre la première déflexion QRS sur le sujet de surface et l'activité atriale sur le cathéter du is. Je vous rappelle que dans une tachy paréentrée intranodale typique, l'oreillette et le ventricule sont activés en parallèle et donc quasiment en même temps. Et donc ce délai VA, il est très court, typiquement inférieur à 60 millisecondes. Quand vous avez une tachycardie où la première activité elle est sur le is avec un délai VA qui est court comme celui-ci, c'est quasiment pathognomonique pour une tachyparéentrée intranodale typique, c'est quasiment le seul diagnostic possible. Bon. Je reprends le schéma pour vous mettre en lien ce qu'on voit sur la baie et ce dont on parle depuis tout à l'heure. Donc ici, on a un espace H qui est très lent, qui est en rapport avec cette descente par la voie lente. Une fois que l'influx a atteint le is, il va d'une part activer le ventricule avec un espace HV qui est normal d'ailleurs, et d'autre part remonter rapidement par la voie rapide pour activer l'oreillette qui donne un espace VA quasiment nul parce que ventricule et oreillette s'activent en parallèle et ensuite l'activité atriale va diffuser latéralement vers le reste de l'oreillette comme on le voit ici. Je vous parle depuis tout à l'heure d'une tachyparéentrée intranodale où l'activité descend par une voie lente et remonte par une voie rapide. Ce type de tachyparéentrée intranodale est largement le plus fréquent et on l'appelle tachyparéentrée intranodale typique ou alors plus précisément slow fast parce que la descente est lente et la remontée est rapide. Donc ça, c'est la forme la plus fréquente. Néanmoins, il y a d'autres types de trines plus rares. Le premier, c'est si le circuit tourner dans l'autre sens, à savoir une descente par la voie rapide et une remontée par la voie lente. À ce moment-là, ça serait une trine atypique et plus précisément une trine fast-slow. Fast parce que ça descend vite, slow parce que ça remonte lentement. Et en termes de caractéristiques électrophysiologiques, c'est relativement semblable. Les changements, c'est que le AH, cette fois-ci, il est court, c'est logique, hein, ça descend rapidement, avec un VA qui est lent, encore une fois logique, parce que la remontée du is vers l'oreillette se fait via la voie lente. Enfin, la dernière forme, elle est celle-ci, avec la présence de deux voies lentes et une descente et une remontée qui se font chacun par une voie lente différente. C'est aussi une trine atypique, mais cette fois-ci, c'est une trine qu'on appelle slow-slow, parce que aussi bien la descente que la remontée se fait via une voie lente, avec un AH qui est lent, cette fois-ci, la descente est lente, mais aussi le VA est lent, parce que la remontée est longue. Ça donne un aspect à la baie d'électrophie un peu comme celui-ci, avec un AH ici très lent,
en rapport avec une descente par une voie lente, et un VA qui est relativement long aussi, supérieur à 60 millisecondes sur le IS, en rapport avec une remontée par une voie lente qui est probablement un peu moins lente que la voie antérograde. On arrive à la fin de cette vidéo. Pour résumer, une dualité nodale, c'est fréquent. Ça a une définition électrophysiologique, à savoir un AH qui augmente d'au moins 50 millisecondes entre deux S2 séparés de 10 millisecondes. Dans cet exemple, un S2 à 340 millisecondes donne un AH à 103 millisecondes et un S2 à 330 millisecondes donne un AH qui augmente de plus de 50 millisecondes qui est à 216 millisecondes. L'autre notion, c'est celle de l'éconodal, qui est un tour de circuit unique, une descente par la voie lente, puis une remontée par la voie rapide, et puis ça s'arrête là, un retour en rythme sinusal derrière ça, ça s'appelle un écho. Et si le circuit continuait, avec une descente par la voie lente, une remontée par la voie rapide incessante, c'est une tachyparésie intranodale qu'on appelle typique ou slow fast, et qui est la forme la plus fréquente de tachyparésie intranodale et de loin. Et s'il y a deux caractéristiques à retenir concernant l'électrophysiologie de ces tachycardies, c'est d'une part le déclenchement typique par un allongement brutal du AH, comme vous voyez ici. On a AH qui s'allonge brutalement depuis le début de la tachycardie. Et l'autre caractéristique typique, c'est l'activation du ventricule et de l'oreillette en parallèle, avec un espace VA collé, où on a même du mal à distinguer l'activité atriale de l'activité ventriculaire. Voilà, on arrive donc à la fin de cette vidéo, en espérant avoir été clair. À bientôt.